Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast gastronomique Parler Cuisine, présenté par Marc et Guy. Amis de la francophonie, bonjour, c'est l'épisode 58. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Au micro, c'est Marc de parlercuisine.com et je vous retrouve comme d'habitude avec Guy. Bonjour Guy. Bonjour Marc. Alors je dis amis de la francophonie, bonjour, parce que justement notre podcast a été cité parmi les 25 podcasts à écouter pour apprendre le français. Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé auparavant, mais à ma grande surprise, au début de l'année, il y a quelqu'un qui a publié un article sur Tumblr sur les 25 podcasts à écouter pour apprendre le français. Et assez, à ma grande surprise, Parler Cuisine en fait partie. Donc, depuis lors, j'ai commencé à voir des gens qui nous écoutent depuis le monde entier, carrément. Donc, je sais que maintenant, c'est... On ne dit pas maintenant, on dit maintenant. Ah, maintenant, oui. Quand on essaie d'apprendre le français aux étrangers, on doit parler correctement. Marc, attention, hein. À surveiller maintenant, hein. Excusez-moi. Donc, une bonne diction hein, pour apprendre le français aux étrangers. Attention, hein. Oui. Donc maintenant, je sais qu'on est écouté dans le monde entier et je vous remercie d'ailleurs. Continuez comme ça, le français est une belle langue, c'est la langue de la gastronomie, c'est la langue du bon manger, c'est la langue des bons vivants. Et je suis très heureux de pouvoir apporter notre petite pierre au grand édifice de la promotion de la langue française dans le monde entier, même si à la base notre podcast était censé diffuser l'amour de la bonne cuisine. Et finalement, je me dis que les deux peuvent très bien aller de pair. Et nous en sommes la preuve. Et tout cela, c'est surtout grâce à la connaissance encyclopédique que Guy nous dispense à chaque fois. Et c'est pourquoi je l'en remercie. Alors, aujourd'hui, Guy voulait vous parler d'une recette particulière dont j'ai absolument aucune idée. Je ne l'ai jamais faite. Je l'ai consommé, le plat, une fois d'ailleurs quand j'ai été en Alsace, à Strasbourg. C'est comme ça que je ne suis pas totalement étranger à ce terme. Mais je suis impatient de voir ce qu'il a à en dire. Alors de quoi vas-tu nous parler, Guy ? Eh bien, je vais vous parler aujourd'hui soir, ou aujourd'hui midi, ou aujourd'hui matin, selon l'heure à laquelle vous allez nous écouter, de la célèbre Flammenkuche. Alors, je ne sais pas si je prononce exactement comme les Alsaciens le diraient. Ça s'écrit de manière un petit peu particulière. Il y a un F-L-A-2-M-E-K-U-E-C-H-E. Alors, cela signifie que c'est une tarte flambée. Nous dirons que les plus proches parentes de ce plat, c'est d'une part la pizza, bien entendu, et d'autre part, un petit peu en fonction des ingrédients, la tarte à l'oignon ou bien la quiche lorraine. Ou la Flammenkiche, quoi. Et ben voilà, la Flammenkiche, ça pourrait s'appeler comme ça aussi, un air de famille, hein, parce que quiche et cuche, on sent que ce sont des mots qui sont très voisins, et la proximité des deux régions, la Lorraine et l'Alsace, ont certainement joué un rôle dans la proximité donc de l'appellation. Alors, c'est tout à fait de saison, parce que nous sommes en hiver. Bien sûr, quand on va en Alsace, on la mange aussi bien au printemps, en été qu'à l'automne, et que l'hiver, bien entendu. Mais c'est un plat qui est, disons, également un plat d'hiver, hein. C'est un plat complet, dans le sens où elle se suffit à elle-même et on peut l'accompagner éventuellement, plutôt la faire suivre avec une petite salade, par exemple, salade de saison. Alors, comment est-ce que ça se présente ? Il y a également, donc, de toute façon, des versions, comme dans de nombreux plats populaires, des versions, disons, d'origine très simple, rurale, populaire, basique au niveau des ingrédients, et puis des versions un petit peu plus modernes où on a enrichi, je dirais, la recette. Alors, dans la version de base, qu'est-ce que c'était ? C'était une recette à base de pâte à pain. Alors, il faut quand même un petit peu se rappeler comment on faisait le pain jadis dans les campagnes. On ne faisait pas du pain tous les jours et on ne faisait pas ces achats de pain comme on le fait maintenant, chaque matin avec des petits pains ou des croissants dans les fermes, dans les villages. Il y avait parfois un four banal. On cuisait le pain une fois par semaine et voire même éventuellement tous les 15 jours. Mais la semaine, c'était, je dirais, la périodicité habituelle. Les femmes se réunissaient au four, disons, du village.
Et elles arrivaient avec leur pâte à pain, elles arrivaient avec leur moule et elles cuisaient leur pain. Alors, comme on cuisait de très très gros pains qui étaient plus aptes à la conservation d'une semaine, on avait parfois un petit peu de pâte en trop. Et ce jour-là, le four étant chaud, on faisait soit le fameux bacon-off, dont j'ai déjà parlé, je pense, et surtout la Flammenkuche. Alors, la Flammenkuche peut se faire de toute façon aussi, un peu comme les pizzas maintenant, rien que pour elle-même, on n'est plus obligé évidemment d'avoir fait du pain avant. Donc, on a une base de pâte à pain, et sur cette base de pâte à pain, qu'est-ce qu'on faisait? On étalait un autre produit qu'on trouvait dans les fermes assez facilement, c'était du fromage blanc. Donc du fromage qui était simplement du lait qu'on avait fait cailler, qui était égoutté, de manière à ne plus être trop humide. On mettait un petit peu d'oignon, qui était vraiment le légume de base dans toutes nos régions, avant qu'on ne trouve dans les supermarchés à toute saison des poivrons, des courgettes et des aubergines. Et on mettait encore une autre viande, qui était la viande qu'on produisait dans toutes les fermes, c'était du lard. Ça se résumait à ça. On enfournait, et puis quelques minutes plus tard, on pouvait déguster donc sa Flammenkuche. Alors c'est une tarte qui est une tarte flambée. Pourquoi est-ce qu'elle porte ce nom-là? Eh bien parce que dans le four à l'origine, dans le foyer, vous aviez le bois, vous aviez les braises, vous aviez les flammes. Ce n'était pas comme maintenant, évidemment, des fours électriques, où vous avez un dispositif qui chauffe et qui produit simplement de l'air chaud. Vous aviez donc le feu lui-même qui était dans l'habitacle, et la tarte roussissait un petit peu sur les bords, ou bien les fines lamelles d'oignon roussissaient un petit peu sous l'effet de la chaleur intense. C'est une tarte qui doit être cuite très rapidement, mais avec une chaleur extrêmement puissante, donc au moins 250 degrés. Et c'est quelque chose que nos fours actuels n'atteignent plus très souvent, une température de 250 degrés, ce qui est un petit peu malheureux, parce que le résultat n'est plus exactement le même. C'est pour la même raison qu'on n'arrive jamais à faire chez soi une pizza comme on fait Une au vraie restaurant. pizza, Hein. voilà, exactement, exactement. Il Ouais. faut savoir que dans les pizzerias, les fours sont un petit peu trafiqués, je m'explique. J'en ai parlé avec le pizzaiolo de là où je vais dans ma rue chercher des pizzas de temps en temps. Je disais, tiens, mais votre four, il fonctionne uniquement au bois, parce qu'évidemment, dans l'habitacle, il y a des rondins de bois qui font des braises et qui donnent la chaleur. Il me dit non. C'est joli. Il y a également en plus, en dessous de la sole, un chauffage au gaz en direct, de manière à ce qu'il y ait à la fois, je dirais, une puissance qui est due au gaz, et puis il y a le goût et le côté un petit peu artisanal qui est dû aux tisons qui sont encore présents dans le four Donc le lui-même. bois, c'est juste pour décorer ou pour donner du goût? Non, c'est pas juste pour décorer. Le bois, disons, le bois permet de faire chauffer l'habitacle lui-même. Donc en fait, dans le four, il y a deux grandes parties. Il y a la sole qui est forcément, disons, le sol même du four. Mmh. Et puis d'autre part, il y a toute la voûte qui rayonne de la chaleur par infrarouge. Donc le bois, en fait, dans ce cas-ci, il est utilisé pour surtout chauffer la voûte qui va rayonner par infrarouge par le dessus. Et puis le gaz, lui, il va permettre de chauffer, je dirais, la pizza ou le pain, si on cuit du pain dans un four comme ça, par le bas. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? On est obligé constamment, pour faire réchauffer la sole, de remettre des braises brûlantes sur la sole, et puis après de les enlever et de les brosser. Or, lorsqu'on a affaire à une pizzeria qui a du débit, on ne peut pas passer son temps à remettre constamment des braises pendant un quart d'heure sur la sole, et puis après seulement les enlever. On doit pouvoir produire sur toute la soirée, à longueur de soirée. Donc, en fait, eh bien, ils ont trouvé comme solution de faire chauffer aussi par le bas au gaz, de manière à soutenir une chaleur constante. Et puis, on peut quand même beaucoup mieux maîtriser la chaleur qu'on a dans le four. Et alors, je leur ai demandé, je dis, mais vous atteignez quelle chaleur? Mais ils sont pas loin de 300 degrés, en fait. Ce qui est énorme, 200, 280, 290 degrés. De sorte, évidemment, que ça explique pourquoi les pizzas ne mettent que quelques minutes pour cuire. Vous mettez la pizza garnie, vous l'enfournez. Généralement, après 4-5 minutes, elle est cuite. Et donc la ménagère désemparée qui sort sa pizza maison de son four se rend compte Ah, qu'elle ben, elle n'arrivera n'a pas le jamais à même ça. résultat, évidemment. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour arriver à ce résultat chez soi? On ne peut pas faire grand-chose, mais il y a quand même 2-3 petites astuces. On vend maintenant des pierres réfractaires. Oui. Alors, ce sont des pierres réfractaires qu'on peut glisser dans le four, qui vont emmagasiner la chaleur et qui vont permettre, lorsqu'on dépose la pizza directement sur cette pierre réfractaire, d'avoir un tout petit peu le même résultat, cuisson par le bas également, que ce qu'on a dans un véritable four professionnel. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, on n'aura jamais dans un four ménager
je dirais, le même résultat que celui qu'on a quand on va directement chez le pizzaiolo manger une pizza. Et heureusement d'ailleurs, parce que si on pouvait faire, je dirais, chez soi exactement la même chose que ce qu'on fait chez le professionnel, il n'y aurait plus de raison d'aller chez le professionnel, justement. Hein. Oui, mais ça, c'est un point de vue de mec, hein. J'ai eu l'occasion de voir les deux points de vue. Mon père, il trouvait pas l'intérêt d'aller au restaurant, manger ce qu'on peut faire chez soi, alors que je voyais ma mère qui appréciait beaucoup d'aller au restaurant parce que c'est pas ça qu'il recherche. On va au restaurant parce qu'on veut se faire servir, parce qu'on veut Parce passer qu'on un veut bon se faire moment, servir, parce bien qu'on veut, entendu, bien on veut passer, entendu. on veut manger confortablement dans un endroit un peu éloigné de la maison, et puis on veut pas avoir à faire la vaisselle, on veut pas avoir à préparer, on veut pas. C'est ce côté-là. J'ai vu beaucoup de professionnels de restauration qui raisonnaient comme ça. Les gens viennent pour manger ici ce qu'ils ne peuvent pas faire chez eux. Non, ils viennent surtout pour vivre un bon moment et passer un bon moment. Tout ça dépend des Enfin, personnes, hein. Ce point de vue-là est tout à fait exact. Les gens vont pour passer du bon temps et pour ne pas avoir la corvée de la vaisselle et des préparatifs. Maintenant, moi, en tant que professionnel, et c'était le cas de ton papa, c'est on rechigne un petit peu à aller payer finalement au prix fort, ce qu'on est parfaitement capable de faire exactement de la même manière avec autant de qualité chez soi. Maintenant, et pour moins nous cher. nous adressons, et moins cher évidemment, nous nous adressons évidemment maintenant à nos auditeurs. On essaie de leur apprendre et de leur donner le goût de faire des choses par eux-mêmes. Maintenant, on ne leur empêchera jamais, on ne leur déconseillera jamais d'aller au restaurant manger, évidemment. Ça reste un plaisir qu'on partage en famille avec des amis. Alors, on va revenir à notre tarte flambée. Donc, de quoi avons-nous besoin? Alors, on va la faire un tout petit peu meilleure que la recette d'origine, évidemment. Hein. Tu Je peux disais jamais qu'elle était faite. t'empêcher, toi, hein. Non, mais enfin, il faut reconnaître que la recette d'origine, elle est un petit peu pauvre malgré tout. Hein. D'ailleurs, si vous allez maintenant dans un restaurant en Alsace, vous ne trouverez plus la véritable recette d'origine parce qu'elle est quand même un petit peu moins bonne que ce qu'on est habitué à manger. Donc, au lieu de mettre du fromage blanc tout à fait pauvre en matière grasse, on va mettre un mélange de fromage blanc et de crème fraîche. Alors, on trouve toutes les proportions. Hein. On trouve 250 grammes de fromage blanc pour 1 kilo de crème fraîche et on trouve également l'inverse. Alors moi, je crois que la bonne proportion, c'est de faire du moitié-moitié. Donc on prend une crème fraîche épaisse, donc une crème fraîche qui a été maturée et qui est donc de consistance épaisse. On prend du fromage blanc au lait entier qu'on trouve dans le commerce, bien entendu, au rayon dans les grandes surfaces. On mélange les deux ensemble. On n'oublie pas d'assaisonner un petit peu. Alors, il faut considérer qu'on doit rajouter à peu près 10 grammes de sel pour 1 kilo 250 de fromage et crème mis en œuvre ensemble. On rajoute 1 gramme de poivre du moulin et on rajoute quelques râpures de noix de muscade si on aime bien. Alors attention, on fait rarement, quand on est un ménage de 4, on fait rarement 500 grammes de crème et 500 grammes de fromage mis ensemble. Ça va faire 1 kilo, ce qui est quand même beaucoup trop. Hein. La couche de ce mélange-là sur la pâte à pain, ça doit être un petit peu comme l'équivalent de la couche de tomate qu'on fait quand on met en œuvre une pizza. Hein. Ça ne doit pas faire 2 centimètres d'épaisseur, je dirais 3-4 millimètres, c'est vraiment le maximum. Hein. Alors, question pâte, on peut faire la pâte soi-même éventuellement si on le souhaite. On vend maintenant dans le commerce toute une série de farines qui contiennent déjà toute une série d'ingrédients, donc qui contiennent le sel, qui contiennent la levure déshydratée. Il suffit de rajouter la quantité d'eau tiède qui est indiquée sur le paquet. On pétrit pendant 2-3 minutes, on fait des pâtons et on laisse lever. Hein, ce sont les pâtes à pizza, je dirais, qu'on trouve dans le commerce. Sous forme de farine, disons, prédestinée. Et puis vous avez les pâtes qui sont déjà réalisées, qui sont uniquement à garnir, qu'on trouve dans le rayon frais, qui sont généralement abaissées et qu'il n'y a plus qu'à dérouler. On trouve donc de la pâte à pizza sous cette forme-là. Et alors, si on n'en trouve pas, je sais que ce n'est pas la recette d'origine, mais on peut très bien prendre une pâte feuilletée, ça peut marcher également, hein, même si ce n'est pas évidemment la recette telle qu'elle est prévue à la base. Donc, on a son mélange donc de fromage et de crème assaisonnée. On a la pâte à pain qui a été levée. On va donc étaler une fine couche de fromage blanc crémé sur l'essentiel de la surface. On laisse juste 1,5 cm, 2 cm sur les bords qu'on ne garnit pas. Et puis on va ajouter des lardons fumés, et on va ajouter des oignons. Alors des oignons, tout simplement des oignons blancs qu'on a émincés extrêmement finement et qu'on va, disons, défaire. Donc, on va défaire les demi-tranches d'oignons
de manière à avoir les morceaux les plus fins possibles et les plus séparés possibles. Donc on va étaler les lardons et étaler les oignons à la surface du fromage blanc. Et tout ça, c'est cru. Alors, je vais y venir. Donc, lorsqu'on a un four qui peut monter à 250 degrés, comme traditionnellement, on peut mettre ses lardons et ses oignons crus, de manière à ce qu'ils puissent cuire, je dirais, être saisis par la chaleur du four. Maintenant, on a beaucoup de fours qui n'atteignent pas cette température-là. Alors à ce moment-là, moi je conseille, c'est de faire revenir légèrement les lardons pour les pré-cuire et de faire d'autre part revenir dans un peu de matière grasse très légèrement les oignons pour les pré-cuire également. Sinon, qu'est-ce qui risque de se passer? On a une mauvaise surprise. On a la pâte qui est cuite. On a la Flamencuche qui n'est pas cuite dans sa garniture, à savoir que les lardons et les oignons vont rester crus et ça, ce n'est pas très bon. Il ne suffit pas simplement de les faire chauffer, il faut que ça soit quand même cuit. Donc, quand on a un four qui est un petit peu, je dirais, poussif et qui n'atteint pas, disons, facilement la température de 250 degrés, il vaut mieux faire cuire, pré-cuire en tout cas légèrement les oignons et les lardons. Alors, ne les faites pas cuire ensemble, faites-les cuire séparément, ce sera plus facile pour les répartir par la suite sur votre Flamencuche. Alors, maintenant, ça, c'est la Flamencuche de base. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Alors, il existe des versions avec des champignons. Alors, moi, je suggère, c'est de mettre des champignons. Bon, on peut évidemment mettre des champignons en boîte, mais on peut également mettre des champignons qu'on a émincés très, très finement, qui sont donc des champignons crus, et qui, en principe, vont être cuits également par leur passage au four. Et alors, si on veut encore améliorer la Flamencuche, on peut la saupoudrer de fromage râpé, donc de type Emmental, de type gruyère. Mais moi, je conseille finalement un fromage alsacien qui sera marque de Je sais pas. le Münster. Ah oui, voilà. Le Voilà, Münster. le Münster. Donc, vous disposez à ce moment-là des fines tranches de Münster au-dessus de vos oignons et au-dessus de vos lardons. Mais si vous faites cela, il est évident qu'il faut que les oignons aient été pré-cuits. Pourquoi? Parce que sinon, le Münster, lui, va faire écran à la chaleur et les oignons que vous aurez mis en dessous du Münster vont rester crus. Donc, à ce moment-là, il vaut mieux pré-cuire très légèrement donc ces oignons et ces lardons. Bien entendu. Même chose pour les champignons. À ce moment-là, vous optez éventuellement pour des champignons en boîte que vous avez fait égoutter, ou bien alors vous ne mettez pas de champignons à l'endroit où vous allez mettre le Münster. Et là, vous avez à ce moment-là une Flamencuche de compétition. Hein. Ah oui. Ah oui. Hein. Et si je mettais d'autres champignons, genre des champignons des bois? On pourrait mettre des champignons des bois, évidemment. De toute façon, moi je suggère c'est que ces produits soient pré-cuits avant de les mettre sur la Flamencuche parce que de nouveau, à moins de disposer chez soi dans son jardin d'un véritable four à pizza, on va devoir faire ça avec un four électrique ou un four au gaz, mais qui n'atteint pas les températures, je dirais, requises pour faire une belle cuisson. Donc alors si je résume, je prends de la pâte que j'ai réalisée moi-même ou que j'ai achetée, je l'étale sur une plaque. On l'étale sur une plaque en métal de préférence. Je mets du papier sulfurisé en dessous. Ce n'est pas une obligation. Voilà. Et puis je mets tous mes ingrédients. La seule chose, c'est que si on a, disons, peur d'avoir sa pâte qui colle, on met un tout petit peu de matière grasse vraiment qu'on étalera au pinceau, mais il en faut très très peu. Hein. On peut même l'étaler au papier absorbant. C'est pour éviter que la pâte ne colle ou n'adhère à la plaque en métal. Bon, une fois que j'ai tout mis dessus, je passe au four. On enfourne, voilà, et on laisse jusqu'à ce que la pâte soit cuite. Combien de temps? Alors combien de temps? Tout ça dépend de l'âge du capitaine, mon général. Non, en fait, il faut vérifier. Hein. Quand on l'a fait au moins une fois, on sait que c'est 5 minutes, 10 minutes. Moi, je dirais qu'il faut considérer au moins 10 minutes dans un four ménager. Ok, parce que moi, mon Ça four... va plus vite dans un four professionnel, mais dans un four ménager, il faut considérer au moins 10 minutes. Il faut que la pâte soit cuite de toute façon. Hein. Parce que mon four, il monte jusqu'à 220 degrés. C'est la même chose pour le mien. Donc, ce n'est pas suffisant pour faire une cuisson en 4-5 minutes. Il faut laisser au moins 10-12 minutes pour que la pâte à pain soit cuite. Donc, le four doit être bien préchauffé avant. Ah, il faut bien le préchauffer. Hein. Il n'est pas question de dire on enfourne dans un four froid et puis on le met en route, évidemment. Et donc, ça se sert chaud? Ça se sert chaud. Ça se mange, je dirais, brûlant à la sortie du four. Maintenant, on peut aussi la manger en la laissant refroidir légèrement. Ce n'est pas un problème. On pourrait même à la limite la manger froide, mais c'est quand même plutôt indigeste parce que si vous avez mis du Münster qui a fondu, qui a chauffé, et puis que vous le laissez refroidir, c'est le genre de choses qui est d'étouffe chrétien quand vous le mangez froid, évidemment. Hein. Plus c'est chaud, plus c'est digeste.
Donc je pourrais mettre du simple gruyère râpé. On pourrait mettre du simple gruyère râpé. En fait, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut pour enrichir. Ben, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut, oui et non. Sinon, on va quand même vraiment dénaturer le produit. Bon, moi, je ne mettrais pas, par exemple, de la tomate, des artichauts, des aubergines, des courgettes, du poivron. Il faut rester un petit peu local quand même, hein, ou en tout cas régional à tout le moins. Hein. Moi, j'aime beaucoup cette recette parce que justement, je suis un petit peu intolérant à la tomate. Non pas que j'aime pas la tomate, je sais pas, j'ai, comment dire, un C'est la problème. tomate qui ne vous aime pas, en fait. Voilà, j'ai du mal à la digérer. Donc, tout ce qui me permet de me passer de la tomate est généralement bien apprécié. Et donc, là, je pourrais éventuellement. Est-ce qu'on pourrait mettre des jeunes oignons à la place des oignons? On pourrait éventuellement mettre des jeunes oignons émincés finement, la partie blanche en tout cas. Ou du poireau, du blanc de poireau? On pourrait éventuellement mettre du blanc de poireau émincé finement, mais on sort quand même un peu, disons, de l'idée de la recette, évidemment. Hein. Ou de la ciboulette? Parce que c'est la même famille, hein? Ah, c'est la même famille, évidemment, entre le blanc de poireau qui serait émincé très très finement et l'oignon qui est lui-même émincé très finement, il n'y a pas grande différence. Hein. Ou si je pouvais mettre de l'ail aussi? On pourrait mettre de l'ail maintenant, ce n'est pas prévu dans la recette, mais bon, si on veut mettre un tout petit peu d'ail dedans, pourquoi pas. Voilà. Ok, et donc avec ça, on boit quoi? Une bonne bière alsacienne? Avec ça, la boisson traditionnelle, c'est quand même le vin blanc sec d'Alsace. Hein. Ah oui, mais lequel? Parce qu'ils en ont quelques-uns. Ils ont Alors, du pinot blanc, bon, pinot gris, voilà. du Alors, ils ont du gewürztraminer, du pinot blanc, ils riesling. ont du Gewürztraminer, ils ont du muscat d'Alsace qui peut être, comme le Gewürztraminer, aussi bien décliné en version, disons, entre guillemets, sèche, donc dry, ou en version demi-sec ou éventuellement doux, voire même vendange tardive. Non, il faut un vin blanc qui soit sec et un vin blanc qui ne soit pas trop aromatique. Donc, on va éviter de toute façon, je pense, enfin selon mon point de vue, tout ce qui est Gewürztraminer, et on va éviter également tout ce qui est muscat. Hein, personnellement, je verrais plutôt un Riesling, par exemple, un Sylvaner, un Pinot Gris, éventuellement un Pinot Blanc, mais pas, et bon, un Edelzwicker éventuellement, disons, si on veut rester plus basique et ne pas faire des dépenses, mais pas un Gewürztraminer et pas un Muscat d'Alsace, bien entendu. Du vin blanc de toute façon. Du vin blanc de toute façon, voilà. Sec de préférence. Ok. Et puis après, bon, ben, une petite salade. Hein. Après le vin blanc, parce que la salade en même temps que le vin blanc, toujours pour des raisons de vinaigre, ce n'est pas très heureux. Hein. Il faut dire que, bon, si on n'a pas mis de champignons et qu'on a mis qu'un tout petit peu d'oignons, c'est un repas où on manque un peu de légumes. Hein. Donc à ce moment-là, après ça, on se mange une petite salade de légumes, enfin, disons de pousses de saison. Hein. Et il y a de tout en hiver. Hein. En hiver, n'oublions pas qu'on a la salade de blé, qu'on a les chicons, qu'on a des salades, disons, propres à l'hiver et à l'automne, avec une petite vinaigrette bien relevée, un petit peu de jeunes oignons, de ciboulette, et ça complétera très très bien ce repas alsacien. Est-ce qu'on pourrait faire, entre guillemets, une vinaigrette? Je mets vinaigrette entre guillemets sans vinaigre. Une sauce pour salade sans vinaigre. Ben, il y a déjà tout ce qui est le verjus, par exemple. Hein. Oui. On trouve de moins en moins facilement du verjus, mais c'est un très très bon succédané au vinaigre. Et puis, quand on n'aime pas les vinaigres trop agressifs, il ne faut pas oublier qu'il y a des vinaigres plus doux hein, pour assaisonner la salade. Il y a toute la gamme des vinaigres balsamiques et il y a également, comment dirais-je, des vinaigres de cidre qui quelquefois sont beaucoup plus doux que les vinaigres de vin, et puis évidemment que les vinaigres d'alcool qui, eux, sont toujours très agressifs. Super. Et donc c'est une recette plutôt d'hiver? Ben, disons que c'est une recette d'hiver dans la mesure où il y a une connotation un peu festive comme ça qui entoure ce genre de plats. Ce sont des plats qui se mangent rarement seuls, qui se mangent en famille, qui se mangent avec des amis, et ce sont souvent des plats. Les plats au four sont des plats d'hiver et les plats de grill sont des plats d'été. Hein. Donc, je dis des plats de grill, ce sont tous les plats qu'on retrouve lors des barbecues. Hein, dès qu'il y a un rayon de soleil, bon, on sort le barbecue et on fait des grillades. Donc, les grillades sont généralement des plats, disons, printemps, été, début de l'automne, et toutes les préparations au four sont plutôt traditionnellement des préparations d'hiver. Hein. Automne, hiver, début du printemps. Et donc ça, ici, c'est un plat, disons, qui correspond plus au premier froid, qui correspond plus à l'hiver. Alors d'autant plus au niveau du choix des légumes. Hein. L'oignon est un légume, je dirais, de toute saison, mais qui est un légume de conservation. Oui. Hein. Donc c'est le légume que l'on mangeait en hiver, à défaut de manger autre chose. Il y avait le chou, il y avait l'oignon, qui étaient des légumes d'hiver. Hein.
jadis. Maintenant, bon, on a un petit peu dénaturé parce qu'on a tous les légumes qu'on veut en toute saison. Mais l'oignon était vraiment le grand légume de base de l'alimentation dans nos contrées. C'est un légume qui se récoltait bien sûr l'été, fin de l'été, et qui se consommait tout l'hiver. On tressait des oignons de manière à ce qu'ils se conservent. On les fumait quelquefois. Hein, les grandes, disons, tresses d'oignons fumés et d'ail fumé, ben, c'était destiné à enlever, à tuer les parasites. Hein. Ce n'était pas pour faire bien ou donner un goût particulier. C'était tout simplement pour enlever les parasites qui s'attaquaient aux oignons. Et ainsi, on conservait ces oignons pendant toute une saison. À l'époque, il n'y avait pas de moyens comme on les a actuellement. Hein. Parce que salé et fumé, c'était les modes de conservation. C'était les modes de conservation. Avant frigo. Avant frigo, voilà. Alors, il est évident que fumer les oignons, ça peut se faire. Les salés, c'était pas très heureux. Donc, alors au niveau des viandes également, hein, c'est pas pour rien que le jambon d'Alsace et le jambon de la Forêt-Noire, qui se trouvent juste de l'autre côté, disons, du Rhin, ce sont des jambons qui sont à la fois et salés et fumés. Le jambon d'Ardenne est également un jambon fumé. Oui. Et alors à côté de ça, vous avez les jambons des côtes. Hein, on va prendre l'exemple le plus connu, c'est comme le jambon de Bayonne, hein, qui étaient des jambons salés. Ah oui. Parce qu'ils avaient plus facilement accès au sel. Accès au sel. Alors le sel était plus rare. Bon, il y avait du sel en Alsace grâce aux mines de sel d'Alsace. Hein. Mais tout ce qui était plutôt continental avait une propension à fumer, parce qu'il y avait en plus la présence des forêts qui donnaient le bois nécessaire à fumer. Et tout ce qui était sur les côtes, il y avait moins de bois, mais il y avait plus de sel. Et là, on se contentait généralement de saler uniquement. Oui, et puis surtout, le sel gemme de mine, généralement, conserve moins quand on sale. Ça, je ne saurais pas dire ça, parce que la molécule de sel, dès qu'elle est là, elle est là. Hein. Mais elle était plus rare et peut-être plus coûteuse, ça c'est sûr. Donc, on palliait le déficit ou le manque de sel par le fait de fumer. Voilà. Et c'est pour cette raison qu'on retrouve du lard salé et du lard fumé. Selon les régions. Exemple. Oui. En tout cas, là où je suis, on voit les deux qui se côtoient, salé ou fumé. Jambon, pareil. Voilà, donc c'est tout pour ce petit épisode, bien court, avec une recette facile à mettre en œuvre, facile à reproduire chez soi. Tu sais quoi, maintenant, tu m'as donné envie de l'essayer. Ah, je m'en doute. Oui, mais il faut que je trouve de la farine pour faire du pain. C'est de la farine à pain ou de la farine à un mélange spécial à pizza. Oui. Ah. Et si j'en ai pas, c'est quoi Mais là, chez Tesco, on ne vend pas des pâtes à pizza au rayon frais, qu'il n'y a plus qu'à dérouler, à garnir? Non, on te sort déjà la base qui est pré-cuite. Ah oui. Ça coûte vraiment rien. Je pourrais m'en servir éventuellement. Mais qui est pré-cuite nature ou qui est pré-cuite avec de la tomate? Non, nature, il y a juste nature. Le pain comme ça. Ben oui, tu peux essayer. Hein. Éventuellement. Ok. Au pire, on prendra ça. Sinon, la pâte à pain, la proportion en vitesse, ce serait quoi? Ben pour faire pour 4 là, bon ben allez, on va dire 500 grammes de farine, on va dire un sachet de levure à pain déshydratée, on va dire 10 grammes de sel, pardon, je dis bien 10 grammes de sel, oui. Et alors on met de l'eau tiède jusqu'à avoir la bonne consistance, et puis on pétrit pendant une vingtaine de minutes, et puis on fait les pâtons, on laisse reposer. Dès qu'ils ont gonflé, on les abaisse et puis on peut commencer à garnir. Ok, donc il faut laisser monter une fois. Mais il faut laisser monter au moins une fois de toute façon. Hein. Okay. Et quand j'abaisse et que je garnis, il ne faut pas laisser monter? Ce n'est pas nécessaire parce que bon, le temps de garnir, en principe, si on fait ça dans un endroit tiède, ça remonte légèrement, donc on peut enfourner. Et puis, il ne faut pas oublier, hein, ça doit être une pâte très fine. Hein. On ne doit pas manger ça avec une épaisseur de 1 ou 2 cm. Hein. Ouais. On doit avoir la pâte qui fait maximum 1,5 cm. Hein. Ok. Eh bien, en tout cas, un tout grand merci pour cette recette. La prochaine fois, on va parler de quoi? Eh bien, on attendra peut-être les suggestions de nos auditeurs. Voilà, donc n'hésitez pas à nous envoyer un message si vous voulez. On a quelques sujets sous la manche comme ça qu'on va peut-être sortir si on n'a pas de questions qui reviennent de la part des auditeurs. Parce qu'on est là avant tout pour vous servir et ce sera un grand plaisir, comme à chaque fois, de pouvoir répondre à vos questions. Le moyen simple de rentrer en contact avec nous, c'est la page Facebook, c'est le compte Twitter, @parlescuisines en un mot, ou alors l'email question@parlescuisines.com. On essaie de répondre le plus vite possible la plupart du temps. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vous souhaite une bonne soirée et restez fidèles. Au revoir.
À bientôt. À bientôt.